Bonjour et bienvenue dans Les Voix de l'EPSI, le podcast qui donne la parole aux travailleurs sociaux en entreprise. Je suis Marine, assistante sociale et chargée de communication au sein de l'association. Et pour cette toute première édition, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Mélanie, Isabelle et Barbara, membres engagés du groupe de travail sur les aidants. Ensemble, elles vont nous parler de leur recherche et du travail mené autour du rôle des aidants, un sujet encore trop peu reconnu mais pourtant crucial. Pourquoi est-il si important de donner de la considération à ce rôle au sein des entreprises ? Quels enjeux humains et organisationnels cela soulève-t-il ? Et surtout, quelles actions concrètes peuvent être mises en place pour mieux accompagner les salariés concernés ? Autant de questions que nous allons explorer ensemble dans cet épisode. Bonne écoute. Merci pour cette introduction, Marine. Pour me présenter, pour commencer, moi je suis donc Mélanie Chevreau. J'ai intégré l'EPSI en septembre 2021, donc ça fait 4 ans que je suis présente à l'EPSI. Et c'est avec plaisir que j'ai intégré plusieurs projets au sein de l'association. Et notamment, je me suis intéressée au projet des aidants, des salariés aidants que j'accompagne aussi dans mes entreprises. Bonjour, donc moi c'est Isabelle Chataignereau, ça fait 3 ans et demi que je suis à l'EPSI et le sujet des aidants est un sujet qui est de plus en plus au cœur de nos entretiens, donc voilà pourquoi je me suis intéressée à ce groupe. Bonjour, je suis Barbara Capogrosso. J'ai intégré l'EPSI en 2017, donc il y a déjà 8 ans. Et j'ai décidé de participer à ce groupe de travail sur les aidants parce qu'effectivement, c'est un sujet qui monte au sein des entreprises adhérentes et puis plus largement un sujet de société. Merci mesdames pour cette présentation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ce groupe de travail a été formé et nous expliquer un petit peu les préoccupations initiales qui ont conduit à la création de ce groupe de travail et peut-être nous expliquer également les enjeux majeurs identifiés à l'origine. Comme je le disais en préambule, c'est vrai que le sujet des aidants, c'est un sujet sociétal. La question du vieillissement des populations, c'est un sujet qui traverse toutes les familles, tout le monde. Comment on s'occupe de nos aînés, mais aussi la question du handicap chez des parents d'enfants en situation de handicap, voilà, ou des conjoints malades. Bref, c'est vraiment des choses que tout le monde, en dehors des entreprises même, peut rencontrer. Et donc, c'est vrai qu'on a fait le constat, au-delà de ce sujet sociétal, que dans nos entreprises adhérentes, en tout cas dans celles pour lesquelles on intervient toutes les trois, il y a des sujets sur les aidants qui montent, qui ne font que progresser, avec des entreprises qui se questionnent sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place en termes d'accompagnement pour ces personnes. Après, au-delà de ce sujet-là, il y a un intérêt collectif qui peut être important. Je peux laisser mes collègues peut-être en dire plus. Alors oui, il y a un intérêt collectif. Il y a un enjeu autour du rôle du service social en entreprise. Donc ça prend effectivement beaucoup d'ampleur au niveau de nos entretiens. C'est vrai qu'on rencontre de plus en plus de salariés qui sont en demande de solutions par rapport à leurs aînés ou leurs enfants. Donc c'est un enjeu fort aussi pour les psys que de se positionner sur un point de vue global sur ce sujet. Donc il faut qu'on puisse se montrer aussi plus concurrentiel et qu'on puisse répondre aussi de façon institutionnelle. À présent, est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est un aidant ? Alors, la définition d'un aidant a traversé un peu plusieurs étapes dans sa définition. Il y a eu plusieurs définitions en tant qu'aidant familial, par exemple, depuis la loi février 2005 notamment. Puis, il y a eu d'autres définitions qui ont été introduites par la loi de décembre 2015 qui se rapprochent plus de la définition dite du proche aidant, c'est-à-dire qui ne s'identifie pas forcément au lien de parenté, mais qui va être plus large et considérer l'aidant comme étant un allié auprès de la personne aidée notamment. Et dans les faits, on peut considérer que le salarié aidant est celui qui apporte, en plus de son activité, une aide régulière et fréquente auprès de la personne dite aidée. Cette aide est le plus souvent non professionnelle en réalité, et elle peut vraiment revêtir plusieurs formes: une aide humaine, un soutien moral, un soutien dans les actes de vie quotidienne, le ménage, les courses, un accompagnement aussi pour les rendez-vous médicaux. Donc c'est vraiment un accompagnement fort qui impacte aussi très largement la vie professionnelle aujourd'hui, et il faut que ce soit un sujet qui soit pris en considération au sein de nos entreprises. Est-ce que de ce fait, lors de votre travail, vous avez identifié des chiffres qui permettraient peut-être de mettre en avant un profil type de salarié ? Alors oui, nous avons donc quelques données chiffrées du côté des aidants.
Donc il faut savoir qu'il y a aujourd'hui entre 8 et 11 millions d'aidants qui sont recensés en France. 61% sont en activité professionnelle. 50% seraient des femmes qui consacreraient plus de temps que les hommes à l'aidance. L'âge moyen d'entrée dans l'aidance est de 33 ans. L'âge moyen des aidants est de 42 ans. Et il faut savoir que seuls 25% seulement des salariés aidants osent évoquer leur situation auprès de leur employeur. Et d'ici 2030, il y aura un salarié sur 4 qui sera aidant. En tant qu'assistante sociale au sein d'une entreprise, quelles sont les difficultés que vous avez pu observer auprès des salariés, justement, qui ont ce rôle d'aidant? Alors, en tant qu'assistante sociale en entreprise, ce qu'on observe, c'est vraiment justement au cœur de nos missions, c'est une difficulté à concilier la vie professionnelle et la vie personnelle. Ça a un réel impact sur cet équilibre-là chez les aidants. Et donc, ce qui ressort, c'est des sujets d'organisation du temps de travail avec des aidants qui sont tiraillés entre ce qui se passe personnellement pour la personne aidée, qui leur est proche, et des échéances en lien avec le travail, voilà, tenir son poste, des horaires. Donc, il y a des conséquences en termes d'absentéisme parfois, en termes de concentration, en termes de stress, vraiment sur la tenue du poste. Il peut y avoir aussi un isolement parce qu'on n'ose pas forcément parler de ses difficultés personnelles sur son lieu de travail. Donc, ça crée aussi des incompréhensions et des quiproquos parfois au sein des équipes et en termes relationnels avec les managers. Il y a un épuisement, de fait, une grosse fatigue chez les aidants. Il y a du coup un besoin identifié en lien avec le temps de travail. Et puis, il y a un sujet financier puisqu'il y a des questionnements sur je peux plus me maintenir forcément en l'état sur mon poste, comment je fais, mais si je m'absente, ça a une conséquence financière et j'ai besoin du financier pour payer tel soin ou tel soin aussi à la personne aidée. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de questionnements et de stress, avec un impact de fait parfois en conséquence sur la santé des aidants. On a d'ailleurs des chiffres qui parlent de cela. 47% des aidants déclarent au moins une conséquence sur leur santé, sur du moyen long terme, du fait de ce statut. Selon vous, quelles actions concrètes les entreprises peuvent-elles mettre en place pour soutenir les salariés aidants et quels seraient les aménagements de travail les plus efficaces pour alléger leurs charges? Alors en effet, des actions concrètes sont nécessaires à mettre en œuvre au sein des entreprises, mais avant ça, c'est surtout, nous, dans nos missions en tant qu'assistante sociale en entreprise, on identifie surtout des besoins auprès des salariés aidants à travers nos entretiens individuels. On identifie principalement trois volets, enfin trois besoins principaux pour les salariés, sur le plan à la fois humain, sur le plan organisationnel, mais aussi financier. Alors, pour reprendre sur le volet humain, notamment, pour donner des exemples, on recense plusieurs besoins particuliers, plusieurs actions à mettre en place, notamment le besoin d'avoir un espace d'écoute dédié pour les salariés aidants. Ça peut être au travers de groupes de parole, notamment entre pairs. Ça peut être très utile de créer un réseau en fait de soutien moral notamment et d'avoir une véritable écoute sur les besoins et les difficultés rencontrées, d'avoir en parallèle un accompagnement psychosocial, donc avec la présence notamment d'assistantes sociales en entreprise, d'un psychologue, de faire le lien avec la médecine du travail notamment. Et c'est aussi d'avoir l'accès à une information centralisée à travers peut-être les entreprises, effectivement, pour pouvoir leur permettre d'avoir une information globale sur les possibilités, notamment des solutions de répit, tout ce qui peut exister pour les aider, les soutenir dans leur activité en tant qu'aidants. Et puis d'accéder aussi, mais ça plus globalement en entreprise, auprès des managers et de la DRH ou RH, d'avoir des actions de sensibilisation pour être sensibilisés sur les sujets de l'aidance et d'avoir un vrai travail collectif auprès des partenaires internes. Alors, en ce qui concerne les besoins des aidants, au niveau des entreprises, il y a tout un volet organisationnel, de façon à organiser et sa vie privée et sa vie professionnelle. Donc, ça commence par la flexibilité des horaires de travail, un aménagement du temps de travail avec le temps partiel, les horaires adaptés, faciliter le télétravail pourrait aussi faire partie des solutions, et ainsi que l'absence autorisée à travers des dons de jours, des congés spécifiques. Donc parmi les besoins identifiés, il y a un besoin d'organisation entre la vie professionnelle et la vie privée. Donc, il peut y avoir la flexibilité des horaires de travail, l'aménagement du temps de travail, de temps partiel, des horaires adaptés, la facilitation du télétravail et les absences autorisées, comme les dons de jours et les congés spécifiques. Alors, pour terminer sur les différents types de besoins identifiés chez les aidants,
Il y a aussi un volet, financier, qui n'est pas négligeable puisque un aidant, comme on le disait précédemment, va à un moment se questionner sur, comment je fais pour m'absenter du travail, mais sans avoir, à digérer une perte financière. Donc en termes de besoins, il y a, durant les absences, précédemment citées, notamment, un maintien de salaire, dans le cadre du don de jour ou dans le cadre d'absences autorisées ou, des autorisations d'absence, rémunérées, c'est, voilà, ça s'inscrit dans le même ordre d'idées et éventuellement l'accès à des services, de soutien, ou de solutions de répit qui seraient partiellement ou totalement, pris en charge par le CSE par exemple ou ce genre d'aide financière en interne, vraiment dédiée, aux aidants. En tant qu'assistante sociale, de ce fait, comment vous pouvez accompagner un salarié aidant dans sa situation et peut-être nous expliquer plus largement les entreprises? Bien, au travers de nos entretiens individuels, dans un premier temps, on va donc évidemment accueillir la personne et travailler aussi sur la reconnaissance et l'auto-évaluation de son statut d'aidance. Évidemment, de travailler sur les difficultés qu'elle rencontre, mais aussi de reconnaître et valoriser toutes ces compétences qu'elle a pu acquérir par ce statut d'aidance et du coup de la considérer aussi en tant que salariée qui a pu développer d'autres connaissances et d'autres compétences pour le faire valoir aussi auprès de son employeur notamment. Donc, parmi ces compétences, on peut reconnaître des volets d'organisation, par exemple, de priorisation, de savoir-être, de gestion de son temps, de priorité, de planification des tâches à réaliser pour son aidé, par exemple, d'être assez fiable aussi à travers les actions qu'il met en œuvre tout au long de ses actes et ses actions mises en place auprès de son aidé. Ils sont en capacité de gérer et coordonner des actions auprès des spécialistes notamment. Ils ont des vraies compétences relationnelles. Ils savent être dans l'empathie, par exemple, dans l'écoute, la bienveillance. Et donc, ils peuvent être en capacité de travailler avec différents interlocuteurs. Et ça, c'est une source de compétences à vraiment mettre en avant auprès d'eux. Et au-delà de ça, lors des entretiens, on est là pour les soutenir, les informer, les sensibiliser, les orienter aussi vers les bons interlocuteurs. Et c'est avant tout, surtout ça qu'on met en avant dans les premiers temps d'échange avec le salarié aidant. J'en profite pour rebondir sur ce que vient de dire, Mélanie sur le sujet auto-évaluation de sa propre situation en tant qu'aidant quand on reçoit un salarié. C'est vrai qu'il y a souvent des personnes en fait qui questionnent pas ce qu'ils font au quotidien, qui arrivent épuisés en entretien individuel, parce qu'ils ont été orientés par un collègue ou eux-mêmes, très fatigués, se retrouvent dans notre bureau et on voit qu'effectivement, ils n'ont pas conscience de leur propre statut d'aidant puisque, aider, sa mère vieillissante ou aider son enfant en situation de handicap au quotidien, c'est pas questionné, c'est normal, c'est naturel, il y a de l'affectif donc on ne questionne pas. Mais c'est important effectivement de travailler ça parce que ça a un lien sur les 25 qu'on a évoqués de déclaration officielle, d'aidants auprès de leur employeur. Peut-être qu'il y a une partie de ces aidants qui finalement s'ignorant, de fait ne se déclarent pas et donc n'ont pas accès à certains dispositifs, parfois en interne à l'entreprise, mais aussi, en externe et donc ça, c'est un vrai travail aussi, qui nous revient quand on a accès aux aidants, c'est de les reconnaître officiellement et il y a aussi du soulagement en face de se dire: «OK, j'ai un statut donc j'ai peut-être des droits». Oui, alors nous venons d'évoquer le côté individuel, l'accompagnement individuel, et il y a aussi tout le côté accompagnement au niveau collectif. Il y a plein d'actions à mettre en place. On le constate avec nos rapports d'activité, on peut s'appuyer sur les chiffres qui remontent pour proposer des actions collectives aux entreprises. Donc ça peut être des webinaires mis en place. Il y a aussi le café des aidants qui peut aussi être instauré dans les entreprises. Ça peut être aussi au travers de journées d'animation auprès des managers avec des formations, des journées de sensibilisation. Donc tout ça peut aussi faire partie de l'accompagnement du salarié aidant. Et alors si on évoque maintenant, la partie, du service social, en tout cas en termes d'activité comme conseil, aux entreprises sur le sujet des aidants, c'est vrai qu'avec l'appui des chiffres du rapport d'activité comme le disait, Isabelle, ces chiffres, ils peuvent servir aussi à pousser, de façon officielle, on va dire, le regard, des acteurs, des RH ou de l'employeur sur les aidants et pourquoi pas pousser une politique, aidant, en tout cas permettre à développer, encourager ça, auprès des entreprises. Parce qu'en effet, elles ont tout à gagner à s'inscrire dans une démarche de renforcement de la QVCT parce qu'il est question de ça, puisque, on intervient vraiment sur la conciliation vie professionnelle et vie privée, sur cette question des aidants et par ailleurs, elles ont à gagner une fidélisation
Alors le rôle du service social, sur le sujet des aidants, maintenant on peut le développer aussi auprès de l'employeur directement. Comme, y faisait référence Isabelle, toujours en s'appuyant sur, les chiffres, qui remontent via le rapport d'activité. On peut vraiment tenter, nous, en tant qu'assistante sociale du travail, de faire en sorte que les esprits, changent un peu sur la question, si toutefois il y a des blocages X ou Y et favoriser le développement, d'une politique vraiment entreprise, sur les aidants. L'entreprise a d'ailleurs, beaucoup de choses à gagner en se positionnant sur un tel sujet, à savoir le renforcement de sa politique QVCT avec, voilà, une prise en compte, de la conciliation vie professionnelle, vie privée et un équilibre potentiellement retrouvé pour les aidants. Elle a aussi à y gagner, d'un point de vue fidélisation de ses salariés, puisque le rapport au travail aujourd'hui, on peut, quand même penser qu'il a changé avec des personnes qui restent pas forcément sur des postes ou, il y a quelque chose qui convient pas, qui peuvent se dire: «Bon, bah, je vais voir ailleurs si l'herbe, est plus verte». Sauf que quand il y a cette politique-là qui se met en place, si on est aidant, ça peut faire vraiment la différence. Donc, il y a cette politique de fidélisation qui peut, avoir un effet, pour les employeurs. Il y a aussi, une marque employeur, enfin ça peut avoir un effet sur une marque employeur, c'est pas négligeable, de voilà, de ressortir du lot par rapport à d'autres qui n'auraient pas de politique ou une politique un peu timide et ça peut agir aussi sur le climat, social de l'entreprise avec des salariés, qui, n'auraient pas peur de se confier, de partager le sujet en équipe, enfin voilà, d'en faire vraiment un sujet collectif sans tabou. Et d'ailleurs, pour poursuivre ce que disait Barbara, nous, en tant qu'assistante sociale d'entreprise, on peut et on doit aussi se positionner comme vraiment un interlocuteur, stratégique, hein, pour l'entreprise, pour mettre en avant où on devrait mettre en tout cas, ses compétences, ses propres compétences avec la connaissance qu'on a, sur les enjeux, tant du côté employeur, pour faire face notamment à la prévention de l'absentéisme notamment, et du côté du salarié pour, permettre les aménagements de postes de travail, par exemple et de sensibilisation, d'information et cetera. Donc, du côté du service social, du travail, c'est se positionner pour générer un peu des retombées significatives finalement avec, plus de reconnaissance, de sa propre expertise et plus de visibilité aussi, de développer et de renforcer notre travail auprès des partenaires internes de l'entreprise pour augmenter aussi, son activité et être reconnu, dans ces sujets. Lors de votre travail de recherche, est-ce que vous avez pu relever des actions concrètes mises en place par vous ou vos collègues en interentreprise? Oui, donc au sein d'une des entreprises, dans laquelle, j'interviens, j'ai pu, déjà animer un webinaire, sur les aidants. Et de ce fait, je me suis retrouvée à travailler, beaucoup en partenariat avec, le référent handicap, le service des ressources humaines et cette entreprise, en l'occurrence, met à disposition pour les aidants, donc il y a plusieurs dispositifs. Donc, il y a une organisation du temps de travail qui peut se mettre en place avec, des horaires variables, des options de RTT, la possibilité de mettre en place aussi du télétravail, ponctuel ou dérogatoire selon la situation. Donc, là, en l'occurrence, dans cette entreprise, c'est, possibilité de maximum 3 mois renouvelables pour les aidants reconnus et une autorisation d'absence de 4 jours, maximum. Sur un plan financier, au niveau des aides, il y a, un don de jours, congé exceptionnel, donc dans le cadre du CSE, le compte épargne solidarité. Des CESU, majorés sont mis en place pour un agent qui a fiscalement à sa charge un ascendant. Donc ça représente environ 400 € l'année civile avec un plafond de 600 € par trimestre. Alors pour ma part, au sein, d'une entreprise dans laquelle j'interviens depuis un certain temps, j'ai eu la chance d'être sollicitée pour, participer à la négociation des accords, puisque l'entreprise était vraiment volontaire, dans la mise en œuvre d'une politique, interne, sur le sujet des aidants. Donc on m'a sollicité pour participer aux négociations des accords, aidants de jour. À cette occasion, j'ai pu observer les échanges, les enjeux autour de cette question, tant du côté des salariés via les élus que du côté des RH employeurs et mon positionnement et ce qui m'a été demandé dans ce contexte-là, c'était vraiment un conseil. Qu'est-ce qui semble pertinent par rapport au public que toi tu reçois au quotidien et qu'est-ce qui serait aidant justement pour eux? Et donc à travers ces accords, mis en œuvre, ce qu'il a été décidé, ce serait que le service social du travail serait la porte d'entrée numéro un pour les aidants afin de centraliser toutes les démarches, pour eux, leur faire gagner du temps. Que ce serait non seulement un point informatif d'accès aux droits et aussi un point d'ouverture de droits.
Et les droits décidés sont assez généreux pour le coup. Il y a sur mon évaluation l'ouverture de télétravail dérogatoire avec des jours illimités de télétravail sur une période donnée mais renouvelable. Il y a des demi-journées d'absence autorisées de 6 à 18 en fonction des situations, puisque la situation de multi-aidance est reconnue. Et il y a des aides financières qui existaient déjà et qui se poursuivent via une allocation du CSE pour les parents d'enfants en situation de handicap qui rencontreraient des difficultés financières en lien avec des frais non pris en charge par ailleurs. Donc une allocation mensuelle d'environ 300 € et une subvention annuelle possible de 1 000 €. Et ce qui a été aussi décidé, c'est un maintien de salaire d'1 mois en cas de pause d'un congé proche aidant, d'un congé de présence parentale ou d'un congé de soutien familial. Et enfin, sur le sujet don de jour, sur évaluation toujours du service social du travail, on peut accorder jusqu'à 60 jours maximum par an pour un aidant. Alors pour ma part, je redirais un petit peu la même chose que mes collègues sur la mise en place, de certaines actions concrètes, auprès de mes entreprises, notamment, dans l'idée d'être la porte d'entrée aussi pour, identifier, les personnes, les salariés aidants et la mise en place d'aménagements concrets, hein, pour eux, au travers du télétravail et cetera. Au-delà de ça, ce qu'on retrouve de commun dans ce qu'on a pu mettre en place, c'est surtout le renforcement, du partenariat avec, le service RH, les managers, et ce qui nous a permis par la suite de trouver ces solutions et d'être incluses dans ces process internes. Et ça, c'est une réelle force qu'on a réussi à mettre en place aujourd'hui au travers de notre expérience et notre expertise. On a été reconnus sur ces sujets-là en tant qu'experts, à travers nos connaissances, nos formations internes, au sein de l'EPSI également. Et donc, c'est vraiment ce travail qui se fait petit à petit, voilà, c'est pas des solutions qui ont été trouvées du jour au lendemain. Et voilà, on tient aussi à préciser que ça se fait au fur et à mesure de nos échanges, à travers les formations de sensibilisation, de nos rapports d'activité quand on remonte des chiffres et des relations des alliés qu'on retrouve aussi au sein de nos entreprises. Pour ma part, ça va être par exemple la référente handicap, mais ça peut être aussi au travers d'un RRH qui a cette sensibilité sur ce sujet particulièrement, par exemple. Et donc, c'est de saisir ces opportunités pour développer une politique sur le sujet des aidants, mais ça peut être sur d'autres sujets. Merci mesdames pour cet éclairage précieux sur le rôle des aidants et l'importance de le reconnaître pleinement dans le monde professionnel. Cette discussion nous rappelle à quel point il est essentiel d'intégrer cette dimension dans les politiques RH et de santé au travail pour construire des environnements plus justes, plus humains et plus soutenants. Si cet épisode vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous et à suivre les prochaines voix de l'EPSI. À très bientôt pour un nouvel épisode.